La sagesse du fonctionnaire. Hervé Boulanger. Les éditions du 81. Chapitre 6. Utilise ton dévouement pour l'égalité. Les fonctionnaires interviennent dans un cadre normatif fortement contraint pour garantir l'égalité entre citoyens. Constitution, loi et textes réglementaires disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Des circulaires précisent même la volonté du législateur et du gouvernement, en évitant les incohérences avec l'enchevêtrement de la réglementation nationale et européenne. Avec cette organisation, nous pourrions être amenés à croire que les fonctionnaires n'ont plus qu'à dérouler mécaniquement ces instructions comme un ouvrier à la chaîne. Les fonctionnaires conservent pourtant une grande marge d'appréciation pour adapter les textes aux cas concrets qui leur sont soumis dans leur périmètre d'intervention. L'action administrative compte peu de tâches d'exécution répétitives sans valeur ajoutée de l'agent. L'encadrement de l'action par les textes juridiques ne permet pas aux fonctionnaires de savoir en détail ce qu'il aura à faire dans la situation X applicable à Madame Y. L'application individuelle des textes nécessitera toujours une analyse discrétionnaire du dossier et de la situation. Cette nécessité d'agir avec pragmatisme et cohérence, tout en respectant les règles, fait tout le sel et l'excellence de l'action publique. Parfois, il faut même réaliser cette combinaison dans des situations d'urgence aussi cruciales que lors d'une opération de police ou à l'hôpital. Les fonctionnaires pourraient faire mauvais usage de cette part significative d'appréciation dont ils disposent. Pour éviter cela, la valeur d'égalité de tous les citoyens devant le service public est intégrée dans leur mode de pensée. Ainsi, ils utilisent leur marge de flexibilité pour renforcer l'égalité au lieu de l'atténuer. Les fonctionnaires vont souvent au-delà du respect de l'égalité juridique en utilisant leur liberté en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. Quand cela est nécessaire, ils manifestent une générosité dépassant la loi, un correctif de la justice légale, selon les mots d'Aristote. Ils n'agissent pas contre la loi. Ils utilisent les marges de manœuvre que leur laisse la loi au profit d'un surcroît d'égalité, le plus souvent en apportant une aide aux administrés en difficulté, alors que leurs obligations de service ne le prévoyaient pas. Leur mobilisation au service de l'égalité est souvent ce dont ils sont le plus fiers lorsqu'ils sont interrogés. Au cours de ma carrière, et plus particulièrement depuis que je travaille à la Cour des comptes, où mon métier d'auditeur consiste précisément, comme son nom l'indique, à écouter les autres, j'ai eu l'occasion d'interroger des centaines de fonctionnaires sur les raisons qu'ils ont d'aimer leur métier. J'ai rencontré et interrogé des fonctionnaires travaillant loin des activités opérationnelles, dans des fonctions d'état-major, de conception et de planification. Mais je me suis particulièrement intéressé à ceux qui sont au contact direct du public, fonctionnaires de guichet et fonctionnaires assurant un service aux particuliers, écoles, police, tribunaux, hôpitaux publics. Ces fonctionnaires d'accueil sont aux avant-postes des difficultés de mutation de la société française et doivent apporter une solution immédiate aux situations d'exclusion, de pauvreté, de surendettement, d'intégration et de laïcité.
ils sont particulièrement intéressants à entendre sur leur métier. Lorsque je demande aux fonctionnaires pourquoi ils ont choisi ce métier, ils ne me répondent pas uniquement, comme j'aurais voulu l'entendre, qu'ils ont la valeur d'égalité chevillée au corps, et qu'ils ne pensent qu'à se dévouer au service des autres pour assurer le triomphe de l'intérêt général. Leur première réponse peut être plus prosaïque. Dans l'administration, il y a moins de stress. Pourtant, ils savent qu'ils ne vivent pas dans un univers professionnel sans pression. Ils sont soumis aux mêmes contraintes de délai, de qualité, de ressources limitées, de rivalité et d'injonctions contradictoires que leurs homologues en entreprise. Ils doivent de surcroît faire face à des tensions spécifiques comme les changements de majorité politique et justement la bataille en première ligne contre les exclusions. Ils échappent cependant à un stress, celui de la rentabilité. Ils sont conscients que le secteur marchand est engagé dans une course mondiale hyper concurrentielle à la profitabilité et que l'administration constitue à cet égard un sanctuaire qui recherche aussi la performance du travail bien fait au meilleur coût, mais qui n'a pas à se préoccuper de rentabilité. Les fonctionnaires apprécient la sérénité qu'apporte ce privilège. Je serais heureux d'écrire que cette satisfaction triviale n'existe pas. Elle existe pourtant, chez mes collègues comme chez moi. Je me suis souvent demandé s'il n'y avait pas là une forme de médiocrité qui justifierait le dédain d'une partie de l'opinion à l'égard des fonctionnaires. Je pense que non, car la réponse des fonctionnaires prend une toute autre dimension lorsqu'on infléchit la question. Si on ne leur demande plus les raisons du choix de leur métier, mais ce qui les rend le plus fiers, leur visage s'illumine et leur idéalisme fuse. Ils relatent alors 1000 anecdotes dans lesquelles ils apparaissent capables, au contraire des clichés, d'empiéter sur les horaires et les jours de repos pour rendre des services dépassant leurs fiches de poste et de venir au secours de leurs concitoyens. Ceux-ci vont oublier de se reposer pour soigner nuit et jour les malades du coronavirus avant de contracter eux-mêmes la maladie et parfois d'en mourir, comme le docteur Jean-Jacques Razafindranazi, médecin urgentiste revenu de sa retraite pour se mettre au service des autres. Ceux-là vont se consacrer sans compter à aider les victimes d'une inondation ou d'une tempête. D'autres vont passer des heures à expliquer à des administrés très âgés ou analphabètes comment remplir des formulaires complexes, oubliant furtivement les consignes qu'ils ont reçues de les renvoyer sur Internet. Ces gendarmes vont aider cette vieille dame à déboucher son lavabo. Chacune de ces actions tisse du lien social, en particulier dans les territoires ruraux où les commerces de proximité ont disparu. La lecture de la presse ou du bel ouvrage de Pierre Madiot « Vous faites quoi dans la vie ?» offre quelques beaux exemples de ce dévouement du quotidien. C'est l'histoire d'Anne, cette infirmière de soins palliatifs, le soir des attentats du 13 novembre 2015, qui enchaîne les gardes et qui, après avoir accompagné les derniers instants d'une patiente et fait sa toilette mortuaire, descend dans la rue accoucher une femme dans sa voiture. C'est Evelyne, cette professeure de philosophie dont le métier ne devrait être que de transmettre des connaissances, mais qui considère qu'il consiste aussi à gérer les conflits, réintégrer patiemment les élèves en rupture avec l'institution scolaire et leur faire désirer le savoir. C'est Michel, jardinier municipal, qui est fier de ses ronds-points fleuris et qui prend le temps de donner des conseils de jardinage aux riverains.
ces gens qui essaient d'entretenir les chaussées et panneaux sur les routes le plus vite possible pour respecter son planning et pour limiter les bouchons, mais qui pourtant descend de son engin pour aider une automobiliste embourbée. Ce sont Romain, magistrat judiciaire, et Julien, directeur d'établissement scolaire de Seine-Saint-Denis, qui racontent le temps infini passé dans leur activité d'écrivain public, non prévu dans leur fonction officielle. Ils accueillent les administrés avec leurs sacs plastiques remplis de centaines de documents et s'efforcent patiemment de rendre compréhensible le jargon de l'administration. Des auteurs talentueux se sont amusés à décrire l'enfilade des bureaux impersonnels et glaçants de l'administration. Avec leurs intitulés absurdes sur les portes, ils broient les administrés. Joseph K., le héros du roman Le procès de Frank Kafka, aux prises avec les fonctionnaires de la justice. Astérix légionnaire, à la recherche du bureau des renseignements dans l'administration romaine. Xavier, dans le film L'auberge espagnole, arpentant les 42,8 km de couloirs, 700 mètres de plus qu'un marathon, et les 260 000 mètres carrés de plancher du ministère des Finances. Pourtant, derrière les portes de ces bureaux anonymes se tiennent des êtres humains qui, pour la plupart, utilisent toute leur capacité d'initiative et leur temps de travail à rendre service. Même à Bercy, souvent tant décrié et que je connais bien, derrière la première impression d'anonymat oppressant, l'enfilade des 8500 portes du ministère cache des agents souvent sympathiques et chaleureux d'un très grand dévouement. Mon interprétation de la psychologie intime des fonctionnaires, dans leur amour du métier, est ce mélange d'abnégation au service de l'égalité et de contentement d'être protégé contre le stress de la rentabilité. Il n'est pas vraiment possible de séparer l'un de l'autre. Ce sont les deux versants d'une même réalité. Ce n'est pas juste d'accuser les fonctionnaires d'avoir choisi ce métier uniquement pour être peinards grâce à la sécurité de l'emploi. Ignorer la grandeur de leur engagement pour défendre leurs belles valeurs est une offense. À l'inverse, faire comme s'ils ne s'engageaient dans la carrière que pour des raisons nobles, comme un sacerdoce laïque, serait évidemment exagéré. Si je prends mon exemple, plusieurs employeurs m'ont proposé de quitter l'administration pour travailler en entreprise. J'ai toujours refusé, mais je ne suis pas capable de démêler dans mon refus si mon attachement au service public l'emporte sur l'assurance paisible conférée par le statut. En affirmant ainsi l'idée d'une communauté de valeurs entre les fonctionnaires de guichet sur le terrain et les fonctionnaires d'état-major et de contrôle dont je fais partie, j'ai bien conscience d'avancer sur un terrain glissant. L'idée que tous les fonctionnaires, à tous les échelons, possèdent les mêmes valeurs fait débat. Dans le secteur privé, la vision commune des fonctions d'encadrement est une échelle continue qui part des cadres moyens, chefs d'équipe, jusqu'aux cadres dirigeants, membres du comité exécutif, en passant par les cadres supérieurs, directeurs. Dans le secteur public, à la place de ce continuum hiérarchique, une autre habitude a été prise de longue date. Comme au temps monarchique, où les hautes fonctions de l'État étaient réservées à la noblesse, une élite brahmanique est distinguée de la masse roturière des millions de fonctionnaires. Quelles que soient les responsabilités concrètes confiées à chacun, certains bénéficient dans l'opinion publique d'une image à part. Cette coupure en deux castes, qui sous-entendrait une dualité des valeurs, m'a toujours paru complètement dépassée, sans lien avec l'exercice réel des fonctions que chacun exerce du mieux qu'il peut à la place qui est la sienne.
Certains commandent, d'autres exécutent les ordres, et la plus grande partie des fonctionnaires font les deux. Il existe une sagesse du fonctionnaire, commune à tous, combinant les mêmes vertus décrites dans ce livre. Les fonctionnaires qui dirigent l'administration n'ont pas bonne presse. Les personnages publics, la vox populi et les journalistes, tout le monde tape dur. Cela ne date pas d'hier. Les fonctionnaires sont comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus haut placés qui servent le moins, disait déjà Georges Clemenceau. Donnez-leur le Sahara à gérer, ils iront bientôt acheter du sable ailleurs, poursuivait Coluche. Cette hostilité est toujours d'actualité. À la suite de la crise des Gilets jaunes en 2019, le grand débat lancé par le président de la République révéla les mêmes ressentis. Les charges retenues peuvent se résumer ainsi. Les hauts fonctionnaires seraient déconnectés des réalités, sans esprit pratique, dans une relation de compromission avec le monde politique et celui des affaires, et surtout arrogants. Il est difficile d'admettre la thèse d'une confrérie de hauts fonctionnaires cloîtrés dans leur métropole hexagonale et coupés des réalités internationales ou de la dure condition des vrais gens dans les territoires. Une grande partie des hauts fonctionnaires sont localisés loin de la capitale pour administrer des sujets très concrets. Ainsi, Jean-Christophe Parisot, ce sous-préfet, tétraplégique et trachéotomisé, se réveille la nuit pour mobiliser les pompiers, coordonner l'enlevage des branchages et aspirer l'eau dans les caves, rétablir la circulation sur une départementale, rassurer un maire dont les vignes ont été hachées par des grêlons. Je pense aussi à Daniel Jouanneau, cet ambassadeur de France en Guinée, se consacrant à créer une ligne d'autobus, distribuer des manuels scolaires pour relancer l'enseignement du français, ou à visiter nos compatriotes dans les prisons locales. Je voudrais aussi citer ce directeur régional des finances publiques qui mobilise toute son équipe pour aménager les délais de paiement des impôts des victimes des attentats de Nice. La présentation caricaturale d'une caste corporatiste aux manettes dans les fonctions politiques et les entreprises du CAC 40 ne résiste pas plus à l'examen. La moitié des PDG du CAC 40 étaient au début des années 2010 soit énarques, soit polytechniciens. Et 10% des membres du gouvernement sont énarques en 2020. Mais cet effet de loupe est trompeur. En réalité, seuls 5% des anciens élèves exercent une responsabilité politique et 8% partent définitivement dans le privé. Le désamour est tel entre l'opinion et ses élites administratives qu'il faut choisir ses plaidoyers. C'est pourquoi, entre les deux valeurs d'humilité et d'égalité du chevalier fonctionnaire, j'arbitre en faveur de la deuxième. Je renonce à défendre la thèse de hauts fonctionnaires partageant la même valeur d'humilité que les autres agents publics. Je pourrais pourtant le faire sur la base de mon expérience, tant j'en ai rencontré qui m'ont frappé par leurs doutes, leur capacité d'écoute et leur prudence. Mes homologues ressentent leur qualité de haut fonctionnaire le plus souvent comme un simple point de départ vers une vie d'effort et d'abnégation au service du bien public. Ils souhaitent se montrer à la hauteur de leur élévation, du type noblesse oblige, et non se prévaloir d'un privilège donnant droit à vie à la considération et aux honneurs. Ils pensent comme le général de Gaulle, qu'en ce qui concerne les grandes écoles de l'État, le plus dur n'est pas d'en sortir, mais de sortir de l'ordinaire. Admettons sur ce point que je sois aveuglé. Tant de personnes affirment avoir rencontré partout des hauts fonctionnaires gonflés d'orgueil et persuadés de recevoir directement la lumière céleste
dans leur cerveau très bien irrigué qu'ils doivent bien exister quelque part. En revanche, je souhaiterais insister sur la communauté de pensée de tous les fonctionnaires à l'égard de la valeur d'égalité. S'il ne devait demeurer qu'un point commun entre tous les échelons